Joseph Charles Massino était un membre et chef de la famille Bonanno de 1991 à 2004. Joseph Massino est né le 10 janvier 1943 à New York. Il a admis avoir été un délinquant dès l'âge de 12 ans. Il a rencontré sa future épouse en 1956 et l'a épousée en 60. Il s'est également lié d'amitié avec son frère Salvatore Vitale, qui après un bref passage dans l'armée est devenu l'un de ses alliés les plus fidèles. Sportif dans sa jeunesse, Massino était également un passionné de cuisine, mais à l'âge adulte, il a pris du poids, ce qui lui a valu le surnom de Big Joe. Après être devenu informateur pour l'État, Massino a affirmé que sa première victime était un associé de la famille Bonanno nommé Tommy Zumo, qui l'aurait abattu en 69. Ce meurtre a attiré l'attention de Philippe Rastelli, un capo-régime basé à Maspeth, mais ce dernier n'a jamais su que Massino en était l'auteur. Finalement, un neveu de Rastelli a aidé Massino à devenir son protégé. Rastelli l'a ensuite installé comme exploitant d'un camion cantine dans le cadre de son organisation Workmen Mobile Lunch Association, un système de raquettes bien rodé. En échange du paiement d'une commission à Rastelli sous forme de cotisation, Massino était assuré de ne pas avoir de concurrence sur son territoire. À la fin des années 60, Massino était un associé de la famille Bonanno. Il dirigeait un gang spécialisé dans le vol de camions, avec l'aide de son beau-frère Salvatore Vitale et du voleur de voitures Johann Lenzheimer, tout en écoulant les marchandises volées et en organisant des jeux clandestins, sous couvert de son camion cantine. Il s'est également lié d'amitié avec un autre voleur de cargaison, John Gotti, futur parrain de la famille Gambino. De plus en plus prospère, Massino a ouvert sa propre entreprise de restauration, G&G Catering, qui est devenue une autre façade pour ses activités criminelles. En 1973, le boss Natal Hevola est décédé. Le 23 février 1974, lors d'une réunion à l'Americana Hotel de Manhattan, la commission a désigné le mentor de Massino, Philippe Rastelli, comme nouveau chef de la famille Bonanno. Cependant, le 23 avril 1976, Rastelli a été condamné pour extorsion, et le 27 août, il a écopé d'une peine de 10 ans de prison. En son absence, Carmine Galante, ancien consigliere et trafiquant de drogue notoire, a pris le contrôle des Bonanno en tant que chef intérimaire non officiel. En 1975, Massino et Vitale ont participé à l'assassinat de Vito Borelli, qui aurait été principalement exécuté par Gotti sur ordre de Paul Castellano, chef de la famille Gambino. Cet assassinat a marqué un tournant pour Massino, car il a fait ses preuves en commettant un meurtre pour le compte de la mafia, ce qui l'a rapproché du statut de membre à part entière de la famille Bonanno. Le 14 juin 1977, Massino a été intronisé dans la famille Bonanno, lors d'une cérémonie présidée par Carmine Galante. Il a d'abord été soldat dans l'équipe de James Galante, avant de rejoindre celle de Philippe Phil Lucky Giacone. Toutefois, il est resté fidèle à Rastelli, qui cherchait à évincer Galante, malgré son incarcération. Craignant que Galante ne veuille l'éliminer pour insubordination, Massino a porté une requête à la commission, l'organe dirigeant de la mafia américaine, au nom de Rastelli, demandant l'exécution de Galante. Le contrat a été approuvé et exécuté le 12 juillet 1979. Rastelli a ensuite repris le contrôle total de la famille et a récompensé la loyauté de Massino en le promouvant au rang de capo. Au début des années 80, Massino dirigeait son équipe depuis le club social G&S Cake, un local situé juste derrière G&G Catering. Ce bâtiment a été saisi en 1988 lors d'une opération répressive contre les activités de jeu illégales des Bonanno. Après l'assassinat de Galante, Massino s'est retrouvé en compétition pour le pouvoir avec Dominique Sonny Black Napolitano, un autre capot loyal à Rastelli. Cependant, une faction rivale menée par les capos Alphonse Sonny Red Indelicato, Dominique Bin Trinchera et Philippe Giacone cherchait à évincer Rastelli en son absence et à prendre le contrôle total de la famille Bonanno. La commission tenta d'abord de rester neutre, mais en 1981, Massino apprit par ses informateurs que les trois capos s'équipaient d'armes automatiques et prévoyaient d'éliminer les loyalistes de Rastelli. Il se tourna alors vers Carmine Persico, parrain de la famille Colombo, et Paul Castellano, chef de la famille Gambino, qui lui conseillèrent d'agir immédiatement. Massino, Napolitano et Girlando Chiazza, un capo d'origine sicilienne lié à la famille Risuto de Montréal, organisèrent une réunion avec les trois capos dans un club social de Brooklyn, le 5 mai 1981. Ils avaient placé 4 hommes armés, dont Salvatore Vitale et Vito Rizzuto, dans un placard, pour tendre une embuscade. Lorsque Trinchera, Giacone et Indelicato arrivèrent accompagnés de Franklino, ils furent abattus. Massino lui-même empêcha Indelicato de s'échapper. Lino, en revanche, parvient à prendre la fuite indemne. Ce coup de force renforça encore le prestige de Massino, mais fut terni par l'évasion de Lino et par la découverte du corps d'Indelicato, le 28 mai. Massino réussit rapidement à rallier Lino à sa cause, mais le fils d'Indelicato, Anthony Bruno Indelicato, jura de venger son père.
Napolitano ordonna alors à son associé Donnie Brasco d'éliminer Indelicato, espérant ainsi le faire introniser dans la famille Bonanno. Cependant, Brasco était en réalité un agent infiltré du FBI du nom de Joseph Pistone. Peu après l'émission de cet ordre, la maison de Pistone fut interrompue et Napolitano apprit que la famille avait été infiltrée. Déjà sceptique quant au soutien de Napolitano à Brasco, Massino fut profondément troublé par cette faille dans la sécurité. Plus tard, Vital témoigna que c'est pour cette raison que Massino décida d'éliminer Napolitano. Massino affirma qu'il avait fait exécuter Napolitano parce que ce dernier tentait de s'emparer du pouvoir au sein des Bonanno. Le 17 août, Franklino et Steven Canone emmenèrent Napolitano chez Ronald Filocomo, un associé de la famille Bonanno, pour une prétendue réunion. Sur place, il fut accueilli par le capitaine Frank Coppa, puis jeté dans l'escalier menant au sous-sol par Lino, avant d'être abattu. Son corps fut retrouvé l'année suivante. Benjamin Lefty Ruggiero, qui avait aidé Pistone à être accepté comme associé des Bonanno, fut également ciblé, mais il fut arrêté en route vers la réunion où il devait être exécuté. Le 18 février 1982, Anthony Mira, le soldat qui avait présenté Pistone à la famille, fut assassiné, sur ordre de Massino. Mira, qui s'était caché après la révélation de l'infiltration, fut finalement trahi et abattu par son propre protégé et cousin, Joseph D'Amico. Le 23 novembre 1981, sur la base des informations obtenues grâce à l'infiltration de Pistone, 6 membres de la famille Bonanno, dont Napolitano, alors porté disparu, furent inculpés pour racket et conspiration dans l'assassinat des 3 capots. En mars 82, Massino fut averti par un informateur du FBI lié à la famille Colombo qu'il allait être inculpé. Il prit la fuite en Pennsylvanie avec l'Alzheimer. Le 25 mars 1982, il fut officiellement accusé de conspiration pour meurtre contre Indelicato, Giacone et Trinchera, ainsi que de détournement de camions. Pendant sa cavale, Massino put observer la stratégie de l'accusation et préparer sa défense, tout en évitant d'être jugé aux côtés d'autres mafieux. Pistone supposa plus tard que Massino craignait aussi des représailles, après avoir appris que son associé Raymond Wayne avait décidé de collaborer avec la justice. Durant sa fuite, il reçut la visite de nombreux mafieux dont John Gauthier Vital, lui livrait secrètement de l'argent pour subvenir à ses besoins. Le 21 avril 1983, Rastelli fut libéré sur parole. Peu après, lui et Massino ordonnèrent l'assassinat de Cesare Bonventre, capot et leader de la faction sicilienne de la famille Bonanno. Toujours en cavale, Massino convoqua Vital, Louis Attanasio et James Tartaglione dans sa planque pour leur donner l'ordre d'exécution. À cette époque, bien que Rastelli fût toujours officiellement à la tête de la famille, Massino était déjà considéré par la plupart des mafieux comme le boss de rue et le commandant opérationnel des Bonanno, ainsi que l'héritier désigné de Rastelli. Selon Vital, Massino fit tuer Bonventre, car ce dernier ne l'avait pas soutenu durant sa fuite. En avril 1984, Bonventre fut convoqué à une réunion avec Rastelli dans le Queens. Vital et Attanasio viennent le chercher en voiture et l'emmènent vers un garage. La tâche de faire disparaître le corps fut confiée à Gabriel Afanti, qui assura Vital que les restes de Bonventre ne seraient jamais retrouvés. Pourtant, après un renseignement anonyme, la police découvrit son cadavre le 16 avril 1984, caché dans un entrepôt de Garfield, dans le New Jersey, à l'intérieur de 2 fûts de colle de 208 litres. Pour sa participation à ce meurtre, Massino intronisa Vital au sein de la famille Bonanno. Grâce à Angelo Ruggiero, un associé de John Gotti, Massino entra en contact avec l'avocat de la défense John Pollock en 1984 afin de négocier sa réédition. Il finit par se livrer aux autorités le 7 juillet et fut libéré sous caution pour un montant de 350 000 $. La même année, Massino et Salvatore Vital obtiennent des emplois fictifs chez King Carterers, une entreprise basée à Long Island, en échange d'une protection contre les tentatives d'extorsion de la famille Lucchese. En 1985, Massino fut inculpé à 2 reprises. La première fois, il fut accusé aux côtés de Rastelli de racket dans le secteur syndical pour avoir pris le contrôle de la section 814 des Teamsters. La seconde inculpation ajouta une accusation de complot pour le maître de Pastore à l'acte d'accusation initial concernant l'assassinat des 3 capots. Vital fut également inculpé en tant que complice dans des affaires de détournement de camions. Le procès pour racket syndical s'ouvrit en avril 1986, avec Massino parmi les 12 accusés, dont Rastelli et l'ancien underboss Nicolas Marangello. Massino protesta en privé auprès d'autres mafieux, affirmant qu'il n'avait jamais eu l'occasion de tirer profit de ce racket. Toutefois, il fut incriminé par Joseph Pistone, ainsi que par le responsable syndical Anthony Gilberti. Le 15 octobre 1986, il fut reconnu coupable de racket pour avoir accepté des pots de vin au nom des Bonanno. Le 16 janvier 1987, il fut condamné à 10 ans de prison, sa première peine d'emprisonnement. Rastelli, lui aussi reconnu coupable et en mauvaise santé durant le procès, écopa de 12 ans de prison.
À cette époque, Massino était considéré comme l'underboss officiel de la famille Bonanno. Avec la santé de Rastelli en déclin, Massino était perçu comme le véritable dirigeant de l'organisation. En avril 1987, Massino et Vital furent jugés pour détournement de camions et complot en vue de commettre le triple meurtre. Ils furent défendus respectivement par Samuel H. Dawson et Bruce Cutler. Raymond Wayne et Joseph Piston témoignèrent contre Massino, mais aucun d'eux ne parvient à établir un lien direct entre lui et les accusations de meurtre. Le 3 juin, si les deux hommes furent reconnus coupables pour les détournements de camions, ils furent acquittés des accusations de conspiration pour meurtre. De plus, les seuls délits prouvés avaient été commis en dehors du délai de prescription de 5 ans imposé par la loi RICO. Sans preuve que l'entreprise criminelle était encore active durant cette période, le jury rendit un verdict spécial innocentant Massino et Vital de ces charges. Pendant l'incarcération de Massino à la prison fédérale de Talladega pour sa condamnation de 86, Vital joua le rôle de messager pour lui, devenant de facto co-boss aux côtés de Spiro. Sur ordre de Massino, Vital organisa l'assassinat de Gabriel Infanti, soupçonné d'être un informateur et qui avait également raté une tentative d'assassinat sur Anthony Gilberti en 1982. Lors de ses visites en prison, Vital transmit à Massino les doléances des capots des Bonanno, qui le pressaient de devenir officiellement le boss de la famille. Rastelli avait passé presque toute sa période de règne derrière les barreaux, et beaucoup estimaient que Massino apportait la stabilité nécessaire à l'organisation. Cependant, Massino hésitait à prendre la tête du clan tant que Rastelli était en vie. Non seulement il respectait l'homme qui avait parrainé son ascension dans la mafia, mais selon la tradition, un boss conserve son titre à vie, sauf s'il décide lui-même d'y renoncer. Toutefois, au printemps 91, Massino ordonna à Vital de faire de lui le boss dès la mort de Rastelli, qui survient le 24 juin 1991. Quelques jours après les funérailles, Massino demanda à Vital de convoquer une réunion des capots de la famille, et il fut acclamé comme le nouveau parrain des Bonanno. Massino obtient une libération conditionnelle de 2 ans sous surveillance, le 13 novembre 1992. Pendant cette période, il lui était interdit d'entrer en contact avec des mafieux condamnés. Pour contourner cette restriction, il nomma Vital au poste d'underboss et continua d'utiliser son beau-frère comme intermédiaire. Bien que le FBI soupçonnât Vital d'appartenir à la mafia, il n'avait jamais été condamné pour un crime lié à l'organisation. De ce fait, il n'y avait aucune raison officielle d'interdire ses interactions avec Massino. Ce dernier reprit alors son emploi chez King Carterers, puis en 1996 devient copropriétaire du Casablanca, un restaurant italien bien noté à Maspeth. Âgé de 48 ans au moment de son ascension au pouvoir, Massino savait qu'il pouvait potentiellement régner longtemps. Conscient des erreurs qui avaient conduit d'autres parrains en prison, il prit des mesures drastiques pour renforcer sa sécurité. Inspiré par Vincent Gigante, le chef de la famille Genovese, il interdit à ses hommes de prononcer son nom à voix haute en raison des écoutes du FBI. À la place, il devait toucher leur oreille pour le désigner, ce qui lui valut le surnom de l'oreille. Il mit en place plusieurs précautions pour éviter d'être enregistré sur des micros cachés. Il fit fermer les clubs socio-historiques de la famille et organisa les réunions dans des lieux reculés à travers les États-Unis. Parfois, il les tenait même à l'étranger, en demandant à ses capots de venir accompagnés de leur épouse pour que ces rassemblements passent pour de simples vacances. Marqué par l'infiltration de Piston qui avait gravement affaibli les Bonanno, Massino imposa une nouvelle règle. Tout candidat souhaitant être intronisé devait entretenir une relation de travail avec un membre confirmé de la famille pendant au moins 8 ans, garantissant ainsi une loyauté éprouvée. Contrairement à d'autres parrains de son époque, il encouragea activement ses hommes à faire entrer leurs fils dans l'organisation. Selon lui, cela réduisait les risques de défection, car un capot devenu informateur condamnerait inévitablement son propre fils à une mort certaine. Pour minimiser les dégâts causés par les informateurs ou les enquêtes sous couverture, Massino décentralisa l'organisation de la famille. Il mit en place un système de cellules clandestines pour ses équipes, leur interdisant tout contact entre elles et évitant les rencontres directes avec les capots. Il créa plutôt un nouveau comité qui transmettait ses ordres aux équipes. Contrairement à ses contemporains, notamment le médiatique Gotti, Massino réussit également à maintenir un profil public relativement bas. Un effet secondaire de ces réformes fut la réduction de Vital, qui se décrivit lui-même comme un simple paravent. Lors de la libération de Massino, la famille Bonanno en avait assez de Vital, le jugeant avide et empiétant sur ses prérogatives. Dans la nouvelle structure de la famille, Vital perdut son rôle traditionnel d'intermédiaire entre le boss et les autres membres, ainsi que la part des bénéfices de la famille associée à ses fonctions, et Massino lui fit comprendre que son impopularité avait joué un rôle dans ces changements.
Toutefois, Vital demeura loyal et aida Massino à organiser le meurtre de Gerlando Ciaccia le 18 mars 1999. Massino fit comprendre à ses hommes que Gerlando avait été tué en raison d'un conflit avec le capo Anthony Graziano, l'accusant de consommer de la cocaïne, tandis que dans son propre témoignage, Massino affirma que Gerlando avait été tué pour avoir tué le fils d'un autre mafieux. Le corps de Gerlando ne fut pas enterré en secret, mais laissé à la vue de tous dans une rue du Bronx, une tentative pour faire passer le meurtre pour une affaire de drogue échouée, plutôt que pour un meurtre commandé par la mafia, et Massino fit en sorte que ses capos assistent aux funérailles de Gerlando. Peu après être devenu le boss, Massino annonça que ses hommes ne devaient plus se considérer comme faisant partie de la famille Bonanno. Il rebaptisa la famille en famille Massino, en son propre nom. Comme de nombreux mafieux, il était en colère contre l'autobiographie de Joseph Bonanno, qu'il considérait comme une violation du code de l'Omerta. Il confia à Vital que, selon lui, Joe Bonanno a manqué de respect à la famille, en devenant une balance. Ce nouveau nom fut révélé après que Massino ait été inculpé en 2003, mais il ne prit pas dans la mafia au-delà de ses membres. Avant que Massino ne devienne le boss, John Gotti faisait partie de ses alliés les plus proches. Massino avait soutenu Gotti dans son complot pour prendre le contrôle de la famille Gambino, et une fois devenu boss des Gambino, Gotti tenta d'obtenir pour Massino un siège à la commission en tant que boss par intérim des Bonanno. Gotti aurait été furieux que Massino ait été promu officiellement, sans qu'il ait été consulté, et Massino témoigna plus tard qu'il croyait que Gotti avait conspiré avec Vital pour le faire tuer. Cependant, Gotti fut marginalisé après sa condamnation en 92 pour racket et meurtre, et sa sentence à perpétuité. Pour sa part, Massino était en colère contre la visibilité publique de Gotti et critiqua plus tard Gotti pour avoir tué son prédécesseur, Paul Castellano. Massino entretenait également une mauvaise relation avec Vincent Gigante qui avait soutenu l'opposition à Rastelli et bloqué les tentatives de Gotti d'inclure Massino dans la commission. La famille Bonanno était en déclin depuis une grande partie du dernier quart de siècle, depuis l'éviction de Joe Bonanno dans les années 60, et elle avait été exclue de la commission à la suite de l'infiltration de Piston. Cependant, à la fin des années 90, la situation se renversa, et la famille Bonanno était désormais considérée comme la plus puissante des familles criminelles de New York et du pays, en grande partie parce que Massino était le seul boss new-yorkais, pleinement en fonction, à être encore en liberté. Au final, le fait d'avoir été exclu de la commission joua en faveur des Bonanno, car ils furent la seule famille dont la direction ne fut pas décimée lors du procès de la mafia commission. Méfiant envers la surveillance, Massino évitait généralement de rencontrer les membres des autres familles de la mafia et encourageait ses équipes à opérer de manière indépendante. Cependant, en janvier 2000, Massino présida une réunion informelle de la commission avec les boss par intérim des 4 autres familles. En tant que leader mafieux le plus puissant de New York et du pays, Massino était en position de formuler des politiques générales pour les 5 familles. Sous sa direction, la commission resserra les critères pour devenir un Mad Men, exigeant que les candidats aient des ancêtres italiens à 100%, alors qu'auparavant il suffisait d'avoir un père italo-américain, et imposa des restrictions sur l'initiation des associés, condamnés pour des affaires de drogue. Selon Capecci, le meurtre de Gerlando a refroidi les relations entre les familles Bonanno et Rizzuto. Considérés à l'origine comme une simple équipe canadienne des Bonanno, les Rizzuto réagirent en prenant encore moins d'égards pour New York. Au début de son règne en tant que boss, Massino bénéficiait d'une attention limitée de la part du FBI. En 87, avec l'affaiblissement des Bonanno, le FBI fusionna son équipe Bonanno avec celle de la famille Colombo, et cette équipe était d'abord préoccupée par la troisième guerre interne des Colombo. Une nouvelle équipe Bonanno serait créée en 96. Le chef de l'équipe Bonanno, Jack Sturbing, était bien conscient des mesures prises par Massino pour éviter l'attention. Il décida donc de s'attaquer à Massino par une action en arrière-garde. Il convainquit ses supérieurs de lui prêter de comptables judiciaires normalement utilisés pour des enquêtes sur des fraudes, croyant qu'il pourrait facilement repérer les conspirateurs dans les schémas de blanchiment d'argent de la famille. Stubbing pensait que la menace de longues peines de prison suffirait à pousser les conspirateurs à devenir des informateurs, facilitant ainsi la traque des flux d'argent vers Massino. Entre-temps, le FBI ciblait également d'autres membres de l'administration Bonanno. En 1995, le consigliere Anthony Spero fut condamné à 2 ans de prison, après avoir été reconnu coupable de prêt usuraire, puis à la perpétuité en 2002 pour meurtre. Graziano prit ses fonctions, mais lui aussi plaida coupable à des accusations de racket en décembre 2002 et fut condamné à 10 ans de prison. Vital plaida également coupable d'accusations de prêt usuraire en juin 2002. Vital ne fut pas immédiatement condamné et fut placé en résidence surveillée en attendant, mais la relativement faible peine maximale à laquelle il était éligible amena Massino à suspecter à tort qu'il coopérait avec les forces de l'ordre. Il ordonna secrètement que s'il était arrêté,
Vital devait être éliminé, démis de ses fonctions, ou tué. Jusqu'en 2002, les Bonanno étaient la seule famille dans l'histoire moderne de la mafia new-yorkaise à n'avoir jamais eu un madman devenu informateur aux témoins du gouvernement. Massino utilisait cela comme un point de fierté pour mobiliser sa famille. Cette année-là, Frank Coppa, condamné pour fraude et faisant face à de nouvelles accusations de l'enquête comptable du FBI, devient le premier à se retourner. Il fut rapidement suivi par l'underboss par intérim, Richard Conteralla, un participant au meurtre de Mira, qui faisait face à des accusations de racket et de meurtre. Un troisième, Joseph D'Amico, devient à son tour témoin de l'État, sachant que Conteralla pouvait également l'impliquer dans un meurtre. Toutes ces défections laissèrent Massino enfin vulnérable à des accusations graves. Le 9 janvier 2003, Massino fut arrêté et inculpé avec Vital, Franklino et le capote Daniel Mangeli dans une inculpation complète de racket. Les accusations contre Massino incluaient l'ordre de meurtre de Napolitano en 81. Massino se fit refuser la liberté sous caution et Vincent Bacciano prit la relève en tant que boss par intérim en son absence. Massino engagea David Breitbart, un avocat qu'il avait initialement souhaité pour le défendre lors de son procès en 87 pour sa défense. 3 autres madmen des Bonanno choisiraient de coopérer avant que Massino ne soit jugé. Le premier fut James Tartaglione, anticipant qu'il serait bientôt inculpé à son tour. Il se rendit au FBI et accepta de porter un mouchard tout en restant libre. Le second fut Salvatore Vital. En détention, Massino lança à nouveau le message à une famille Bonanno réceptive qu'il voulait que Vital soit tué. Après avoir appris les projets antérieurs de Massino de tuer son beau-frère par Coppa et Contaraglia, les procureurs informèrent Vital. Vital était déjà mécontent du manque de soutien de Massino après son arrestation. Le jour où il fut présenté en cour avec Massino, Vital décida de se retourner dès que cela serait possible. Il conclut un accord formel avec les procureurs en février. Il fut rapidement suivi par Alino, sachant que Vital pouvait aussi l'impliquer dans un meurtre. Un autre à se retourner fut le vieux compagnon des Bonanno, Duane Leinsheimer, préoccupé par sa sécurité, après qu'un enquêteur de l'équipe de défense de Massino soit venu pour savoir s'il comptait se retourner. Avec ces défections, Massino fut frappé par une nouvelle inculpation, l'ajoutant de 7 meurtres supplémentaires. Les 3 capos, cette fois pour leur participation directe au meurtre et non pour la conspiration, Mira, Bonventre, Infanti et Tiatia. Ce dernier meurtre suscitait un intérêt particulier, car il avait eu lieu après un amendement de 1994 aux lois sur le racket, qui permettait la peine de mort pour un meurtre commis dans les cadres d'activités de racket. Le procès de Massino commença le 24 mai 2004, sous la présidence du juge Nicolas Garofis, avec Greg D. Andres et Robert Enoch à la tête de l'accusation. Il faisait face à 11 chefs d'accusation, en vertu de la loi RICO pour 7 meurtres, en raison de la possibilité que les procureurs demandent la peine de mort pour le meurtre de Chiatia. Cette affaire fut séparée pour un procès à part, ainsi que pour incendie criminel, extorsion, prêts usuraires, jeux illégaux et blanchiment d'argent. Malgré un début difficile avec le témoin initial Anthony Gilberti, incapable de reconnaître Massino dans la salle d'audience, l'accusation parvient à établir son cas en liant Massino aux accusations de l'acte d'inculpation grâce à un nombre sans précédent de 7 grands témoins d'État, dont 6 madmen retournés. Vital, le dernier des 6 à témoigner, revêtait une importance particulière. Ayant passé la majeure partie de ses 3 décennies dans la mafia en tant que proche confident de Massino, sa relation étroite avec son beau-frère lui permettait de couvrir l'ensemble de l'histoire criminelle de Massino dans son témoignage. La défense de Breitbart reposait principalement sur le contre-interrogatoire des témoins à charge, son unique témoin étant un agent du FBI pour contester la fiabilité de Vital. Sa défense était également inhabituelle, en ce qu'il ne tentait pas de contester le fait que Massino était le boss des Bonanno, mais insistait sur le fait que les meurtres dans l'affaire avaient eu lieu avant qu'il ne prenne le pouvoir, soulignant que Massino lui-même montrait un amour de la vie, parce que les meurtres avaient cessé. Vital avait avoué 11 meurtres, mais en échange de sa coopération, il fut condamné à du temps déjà purgé en octobre 2010 et entra dans le programme de protection des témoins. Après 5 jours de délibération, le jury trouva Massino coupable de tous les chefs d'accusation, le 30 juillet 2004. Sa sentence initiale était prévue pour le 12 octobre, et on s'attendait à ce qu'il reçoive une peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Le jury approuva également la confiscation de 10 millions de dollars des revenus de son règne en tant que boss des Bonanno, comme recommandé par les procureurs le jour même du verdict.
Immédiatement après sa condamnation du 30 juillet, dès que la cour fut ajournée, Massino demanda une rencontre avec le juge Garofis, où il fit sa première offre de coopération. Il espérait ainsi sauver sa vie, car il faisait face à la peine de mort s'il était reconnu coupable du meurtre de Chiacha. En effet, l'un des derniers actes de John Ashcroft en tant que procureur général fut d'ordonner aux procureurs fédéraux de requérir la peine de mort contre Massino. Massino risquait donc de devenir le premier patron de la mafia exécuté depuis l'exécution de Lepke Buchalter en 1944. Massino affirma ensuite avoir décidé de devenir informateur en raison de la perspective que sa femme et sa mère soient contraintes de céder leur maison au gouvernement. Massino fut le premier patron en fonction d'une famille de New York à se retourner contre la mafia, et le deuxième dans l'histoire de la mafia américaine à le faire. Le patron de la famille de Philadelphie, Ralph Natal, avait retourné sa veste en 1999 lorsqu'il faisait face à des accusations de trafic de drogue. Cela marquait également la deuxième fois en un peu plus d'1 an qu'un patron de New York concluait un accord de plaidoyer. Gigante avait plaidé coupable des accusations d'obstruction à la justice en 2003, après que les procureurs aient dévoilé son long simulacre de folie. À son conseil, en octobre, le FBI retourna dans le cimetière de la mafia de Queens, où le corps d'Alphonse Indelicato avait été retrouvé, et déterra également le corps de Trinchera et Giacone. Ils espéraient aussi retrouver le corps de John Favara, responsable de la mort accidentelle du fils de Gotti et celui de Tommy DeSimone. Massino informa également que Vincent Bacciano, arrêté en novembre, avait conspiré pour tuer le procureur Greg Andres, mais après avoir échoué à un test polygraphique concernant ces discussions, il accepta de porter un micro lors de ses rencontres avec le patron intérimaire en prison. Bien que Massino n'ait pas pu obtenir une confession claire concernant Andres, il réussit à enregistrer Bacciano avouant librement avoir ordonné le meurtre de l'associé Randolph Pizzolo. Fin janvier 2005, lorsque Bacciano fut inculpé pour le meurtre de Pizzolo, Massino fut identifié par les sources médiatiques comme étant le mobster jusqu'à la anonyme qui avait secrètement enregistré sa confession au grand dégoût de la famille de Massino. Une confirmation supplémentaire de la défection de Massino survient en février, lorsqu'il fut identifié comme la source des informations concernant le cimetière, puis en mai, lorsque le département de la justice abandonna la menace de la peine de mort dans l'affaire Chiacha. Lors d'une audience le 23 juin 2005, Massino finalisa son accord et plaida coupable d'avoir ordonné le meurtre de Chiacha. Pour cela et sa condamnation de 2004, il reçut 2 peines de prison à vie consécutives, avec une possibilité de réduction en fonction de son service en tant que témoin. Ce même jour, Joséphine Massino négocia un règlement pour satisfaire la réclamation de saisie, conservant les maisons d'elle-même et de la mère de Massino, ainsi que quelques propriétés locatives, tout en remettant, entre autres, actifs, une cachette de 7 millions de dollars et des centaines de lingots d'or, tous deux conservés dans la maison de Massino à Howard Beach, ainsi que le restaurant Casablanca. Massino ne fut pas remplacé en tant que patron des Bonanno avant 2013, lorsque Michael Mancuso, qui avait remplacé Bacciano en tant que patron intérimaire, fut rapporté comme ayant officiellement assumé le titre. Massino fut visiblement absent lors du procès de racket de Bacciano en 2006, l'accusation estimant qu'il n'était pas encore nécessaire de le faire témoigner. Il était également prévu qu'il témoigne contre Vito Rizzuto concernant son rôle dans le meurtre des 3 capots, mais le patron de Montréal accepta un accord de plaidoyer en mai 2007, avant que l'affaire de Rizzuto n'aille en procès. Massino fit finalement ses débuts en tant que témoin lors du procès de Bacciano pour le meurtre de Randolph Pizzolo en avril 2011. Massino témoigna à la fois durant le procès et après la condamnation de Bacciano pour soutenir la tentative infructueuse des procureurs d'imposer la peine de mort. En juin 2013, le département américain de la justice déposa une requête auprès du juge Garofis pour une réduction de la peine de Massino. Les procureurs citèrent à la fois l'impact de la coopération sans précédent de Massino et ses problèmes de santé comme raison de la réduction de sa peine. Garofis accorda leur demande le 10 juillet, en réduisant la peine de Massino à temps purgé et une libération sous surveillance pour le reste de sa vie. Massino passa ses dernières années dans le programme fédéral de protection des témoins, résidant dans une communauté de retraités haut de gamme dans la région de Grand Cleveland, sous le nom d'alias Ralph Rogers. Après avoir été reconnu lors d'une visite à un casino du centre-ville de Cleveland par un homme qui plus tard l'attaqua à son domicile de retraite, Massino fut conseillé par le FBI et les US Marshals de déménager, mais il refusa et choisit de rester dans l'Ohio. Massino est décédé dans un établissement de rééducation à Glen Cove, Long Island, le 14 septembre 2023, à l'âge de 80 ans.